Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'endroit où aller où ce soir nous accueillons Karen Ponte. Bonsoir Karen. Bonsoir. Et nous partons au Touquet retrouver Delphine Dosque. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Alors ce soir on reçoit Karen parce qu'il y a une double actualité. Il y a Et ton cœur qui bat qui est paru chez Pocket, mais il y a aussi le grand format. La lumière était si parfaite, sortie aux éditions Fleuve, vous les voyez bien. Voilà. Et nous avons aussi une librairie partenaire qui est la librairie Entrée Livre à Verdun. Avant de vous laisser converser toutes les deux, mesdames, je vais rappeler que nos amis participants peuvent poser des questions à Karen par mon intermédiaire, soit en utilisant l'onglet Converser, soit en faisant un commentaire sur Facebook et je viendrai vous les poser à la fin de la rencontre. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre. Merci. Merci. Alors, Karen, comment vas-tu? Eh bien, bien, Delphine, ça fait plaisir de te voir avant de te revoir en vrai bientôt. C'est vrai, c'est prévu pour le 3 juillet, effectivement. Donc, on va donc parler ce soir. Ouais. On va parler donc ce soir de tes nouveautés littéraires. Donc, comme Nathalie l'a si bien expliqué, il y a aujourd'hui Le Poche qui est sorti et Ton cœur qui bat, donc aux éditions Pocket, et puis également ton actualité littéraire qui est sortie au Fleuve, La lumière était si parfaite, qui est paru lui au mois d'avril. Alors moi j'ai une première question, Karen. Est-ce que tu t'attendais, parce que La lumière était si parfaite, c'est ton 9e roman, si je ne m'abuse. Oui. Est-ce qu'en 2013, quand tu as un peu commencé ton blog, est-ce que tu pensais en arriver là, entre guillemets, voilà, à ton 9e roman? Pour moi, c'est une aventure qui est complètement incroyable. Oui, non, je m'attendais pas du tout à ça parce que donc j'ai effectivement démarré par un blog et puis après j'ai auto-édité mon premier roman parce que de moi-même je crois que jamais j'aurais osé envoyer un éditeur et en fait les lecteurs m'ont amené l'éditeur, donc jamais j'aurais cru voilà en être là aujourd'hui, même si c'était un rêve de gosse, hein, évidemment, hein, être écrivain, avoir des livres en librairie, etc. Voilà, j'en rêvais depuis toute petite, mais jamais j'aurais cru. Et au final, mon premier livre en librairie est paru en juin 2016. 2016, oui. Et je me dis, on est en juin 2021, ça fait donc 5 ans. En 5 ans, 9 romans, le 10e qui va paraître. Non, c'est juste, voilà, jamais j'aurais cru ça. Et souvent, je me remémore, hein, parce que parfois, on veut toujours que ça aille plus vite. Et mon conjoint me dit, non, mais retourne-toi un petit peu et regarde en arrière. Et effectivement, je me dis, cette magique aventure en 50 ans, effectivement, elle est assez extraordinaire. Donc ça apprend la patience, pour le coup. Oui, bien sûr. Et puis c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, tu exerces encore ton activité professionnelle? Oui, encore, oui, Ouais. encore. Donc tu es dans le domaine de la santé, tu es maman de 2 enfants, donc tu es super motivée en termes voilà, C'est ça, la charge est conséquente. Voilà. Après, voilà, l'idée, évidemment, hein, c'est de pouvoir vivre de son écriture pleinement et forcément, j'en approche, hein, puisque roman après roman, le lectorat grandit et donc voilà, forcément, à un moment donné, il va y avoir une bascule et j'espère qu'elle arrivera vite parce qu'effectivement, ça devient un peu compliqué là de tout mener de front. Oui, bah oui, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut savoir s'organiser C'est et ça. gérer la charge mentale, justement. C'est ça, tout Ah, à fait. et Oh, en quelle parlant, belle transition, quelle Delphine. transition! En parlant de charge mentale, la lumière était si parfaite. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ce roman? Oui, alors c'est un roman qui raconte effectivement l'histoire d'une jeune femme de 40 ans qui s'appelle Meg, qui est donc mariée, qui a 2 enfants et qui est femme au foyer et qui vient de perdre sa maman quelques mois auparavant. Alors, qui n'est pas au mieux de sa forme, hein. Il y a effectivement ce décès-là, mais il y a aussi tout un tas de choses qui font qu'elle n'est pas bien dans ses baskets. Elle a du mal à se lever, elle a du mal à mener à bien les tâches, elle a du mal à s'organiser, elle pleure pour un rien. Enfin, vraiment, elle n'est pas hyper heureuse au début du roman. Et un matin, alors qu'elle fait du tri dans la maison de ses parents pour la mettre en location, elle tombe au fond d'un vieux carton sur une pellicule photo non développée qu'elle fait développer et elle va découvrir quelque chose sur sa maman qui va la bouleverser. Elle va partir sur les traces de ce qu'elle découvre, de ce secret de famille. Et ça va être l'occasion d'en apprendre plus sur sa maman, mais également sur elle-même et sur le pourquoi elle n'est pas bien dans ses baskets.
Et c'est vrai qu'on a l'impression, quand on voit un peu ton parcours littéraire, je dirais, d'autrice, donc tu écris également des comédies romantiques, hein, je pense Oui, notamment à Vous faites quoi pour Noël et Vous faites quoi pour Noël, on se marie. Mais là, oui. effectivement, avec La lumière était si parfaite et puis également Et ton cœur qui bat, tu es partie vers des sujets, je dirais, peut-être plus grave, entre guillemets, où les personnages étaient moins insouciants. Est-ce que c'est une évolution de ton écriture? Et puis, nous dire aussi quelques mots sur Et ton cœur qui bat, on va en profiter Oui. également. Dis-moi, Alors, je crois que dis-nous tout. les deux me plaisent en fait, hein. J'aime faire des comédies. Effectivement, Vous faites quoi pour Noël? C'est de la pure comédie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet de fond, il y a juste de quoi rigoler. Donc, j'aime aussi faire des comédies et j'aime effectivement pouvoir aborder des sujets plus douloureux, hein, qu'on trouve effectivement dans les deux derniers, même si c'est toujours abordé avec légèreté. En tout cas, il y a toujours un peu d'humour, mais moins que dans les comédies, évidemment. Ça me permet, en fait, ces deux genres-là me permettent finalement d'exprimer deux facettes, hein, de mon écriture. Une facette complètement libérée, comédie, etc. Et une facette peut-être un peu plus, j'allais dire, réfléchie, profonde. Et en effet, dans Et ton cœur qui bat, on est aussi sur quelque chose de plus sombre, puisque ça raconte l'histoire de Roxane. Roxane, elle travaille pour un guide touristique qui s'appelle Voyagelle, et elle visite plusieurs régions de France dans lesquelles elle teste des choses, des activités, des lieux, etc. Et elle raconte tout ça sur un blog de manière très humoristique. Sauf que lorsque l'écran de l'ordinateur est éteint, et ben Roxane, elle doit faire face à quelque chose qu'elle a vécu un an auparavant, qui est extrêmement douloureux et qu'elle essaye d'occulter, hein, sauf que la vie va l'obliger évidemment à y faire face. Et ça montre du coup les deux facettes, c'est celle qu'on montre au monde de très joyeuse éventuellement, et celle qu'on a quand on est tout seul et qu'on doit affronter un drame et tenter de pardonner quelque chose qui semble impardonnable. Et c'est vrai que tu le disais vraiment très très bien. Moi, ce que je dirais peut-être, c'est ta marque de fabrique, entre guillemets, parce que malgré ces sujets douloureux et délicats, tu gardes cette écriture pétillante, pleine de joie. Et c'est vrai que ça m'amène à te poser, non pas une, mais deux questions en une, je dirais. Je dis pour Et ton cœur qui bat, moi, je sais comment t'es venue l'idée de créer cet hôtel au meilleur ami de Ami de l'homme. l'homme. Voilà, et puis tous ces billets d'humour qu'écrit Roxane, enfin, je suis allée voir quand même sur Internet pour savoir s'ils n'existaient. Non, J'ai vu qu'ils rien étaient le n'existe. pur fruit de ton imagination. Rien n'existe. Voilà, donc dis-nous tout, comment tu as eu toutes ces idées. Alors, au meilleur ami de l'homme, là encore, souvent on me demande d'où vient l'aspiration, et ça montre que ça vient de tout et n'importe quoi. J'étais sur Facebook un samedi matin et j'ai vu passer une pub sponsorisée sur un café à Lille qui existe vraiment, qui s'appelle le WAF Café, dans lequel on peut adopter des chiens. Et je me suis dit, c'est génial ce café. Et là, mon esprit a divagué et je me suis dit, mais on pourrait carrément faire un hôtel avec des chiens devant chaque porte, etc. Et au meilleur ami de l'homme est né comme ça. Donc, c'est vraiment parce que j'ai vu passer une pub et que j'ai trouvé ça génial que j'ai créé voilà, quelque chose en parallèle. Et puis, à la suite de ça, je me suis dit, donc, on imagine cet hôtel, on imagine quelqu'un qui débarque pour le travail, et ce quelqu'un-là, effectivement, fuit quelque chose. Et l'hôtel va aussi l'aider à avancer parce que le chien a un rôle, hein, évidemment, très important dans l'histoire. Neige. Et en fait, voilà, Neige. Et en fait, c'est né de là. Et donc, effectivement, comme le sujet était quand même très sombre, hein, parce que voilà, le drame de Roxane est quand même extrêmement dur, je voulais pouvoir contrebalancer ça avec des choses plus gaies, plus humoristiques. Et c'est aussi ma manière de rendre hommage à mes années de blogueuse, hein, finalement, en créant ce blog-là, parce que, euh, parce que dans ce blog, j'y ai mis beaucoup de choses drôles, parce que c'est aussi moi, l'humour, et ça me permettait de renouer avec ce plaisir d'écrire des billets de blog. Et effectivement, j'ai tout inventé, les lieux, les adresses, les prix, tout ça, c'est totalement inventé. Et ça m'a permis, en fait, de ponctuer, parce que le roman, en fait, se ponctue de ces billets de blog, hein.
Et je trouve que ça apporte une légèreté, en fait. Ça apporte voilà, un moment comment on peut dire ça, de quelque chose de moins sombre, où on peut rigoler. Et effectivement, ensuite, on repart hein, sur cette vraie vie de Roxane. Et finalement, la vraie vie, c'est ça. Hein, c'est Bien sûr. des moments difficiles et des moments où on peut rire. Hein, et dans ce roman, on a les deux, du coup. Et c'est vrai que tu arrives très très bien justement à mêler humour, je dirais, via ces billets, hein, ces billets écrits, et puis la détresse dans laquelle peut se trouver Roxane. Donc c'est vraiment à ce niveau-là, vraiment, tu contrebalances bien les choses, et on comprend aussi à quel point Roxane est déchirée quand même, entre le fait de rester professionnelle, donc Oui, faire ses billets d'humour, ce que ça peut lui coûter. Et puis, effectivement, oui, quand elle revient à la réalité, tout oui. revient. Hein. Alors, ce que ça peut lui coûter, mais aussi ce qui lui permet de tenir. Hein, De tenir parce que je aussi, c'est vrai. crois que Tout à fait, c'est soit ça ou soit elle s'effondre bien complètement. sûr. Et donc, mais tu as raison, ça lui coûte quelque chose quand même, parce que ça lui prend de l'énergie, hein, de maintenir ce côté un peu gai, un peu drôle, un peu enjoué, ça lui coûte une énergie qu'elle n'a pas Oui, forcément. tout Et à donc, fait. il y a un contre-coup à un moment donné, mais il y a aussi ce qui lui permet de tenir, en fait. Et c'est pour ça qu'elle ne lâche pas, parce qu'en fait, si elle a plus ça, elle a tout perdu. Donc, du coup, elle tient aussi à ce blog-là et c'est aussi ce qui lui permet, et finalement, d'avancer parce que dans cet hôtel, elle va faire des rencontres importantes pour elle et tout ça va aussi lui permettre de cheminer et ben, de faire face au drame auquel elle doit faire face. Ouais. Et justement, parmi ces billets, alors je ne vais pas tous les citer, hein, lequel te tente très bien, toi? Alors, je crois que la danse country en ligne, me plairait beaucoup. J'ai choisi des choses. Il y a des choses que j'ai faites, moi. Par exemple, le cheval, c'est des choses que j'ai déjà testées. Et en fait, après, j'ai choisi des choses qui me plaisent, moi. Et j'avoue que la danse en ligne, je trouve ça assez beau à regarder. Mm. Et je m'imagine totalement la novice qui vient et qui, effectivement, lance pas la jambe au bon moment, se retourne pas au bon moment, etc. Et il y a un potentiel comique, évidemment, très, Ah très oui, drôle. Et complètement. ça, je crois que ça me tenterait bien. En plus, ils sont tous en costume et tout. Enfin, voilà, c'est peut-être celui-là. D'accord. Et justement, tu parlais dans Et ton cœur qui bat, et c'est pareil également dans La lumière était si parfaite, la présence des personnages qui gravitent autour des deux héroïnes, hein, Roxane et Meg. Euh, les personnages secondaires hein, que l'on peut rencontrer, donc il y a Romy hein, dans Oui, dans la La lumière lumière. était si parfaite, et Gwenole Oui. dans Et ton cœur qui bat. Alors, est-ce que c'est voulu, je dirais, d'intégrer des personnages secondaires? Est-ce que ça permet justement à l'héroïne d'avancer, de cheminer? Pourquoi les as-tu créés? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots de ces personnages qui sont complètement extravagants? Moi, je les adore. Oui, alors c'est vrai que j'ai toujours beaucoup de soins pour mes personnages secondaires que j'aime beaucoup en fait, parce qu'ils ne sont pas que secondaires en réalité et souvent en effet ils sont extrêmement importants pour le personnage principal. C'est soit des cannes sur lesquelles on s'appuie, c'est soit des gens qui tiennent la lumière. Donc c'est vraiment des personnages qui pour moi sont très importants et qui finalement n'ont en effet de secondaire que le nom. Alors, si on prend Romy dans La lumière, Romy, elle est l'exact opposé de Meg. C'est une femme qui est très libre, qui est très heureuse, qui fait dans la vie avec le handicap qui est le sien, et ça lui donne une force et un caractère incroyable. Mhm. Elle a une répartie pas possible. Elle est très gaie, elle est très exubérante. Elle est parfois, du coup, elle s'impose aussi beaucoup, hein, parce que c'est dans sa nature. Et c'est l'exact opposé de Meg, qui est très introvertie, qui est très seule, qui n'est pas très heureuse. Et donc ça me plaisait d'avoir ces deux oppositions-là pour permettre effectivement au personnage de Meg quelque part de sortir de cette coquille et de se rendre compte de l'étroitesse du rôle dans lequel elle s'est mise et du pourquoi évidemment ça la rend malheureuse. Et Romy, elle est parfaite pour ça, évidemment, pour faire exploser tout ça. Et Gwenole, donc lui c'est un vieux monsieur qui a de l'extravagance dans ses cravates, Ouais. puisqu'il porte des cravates
totalement exubérante, pleine de improbables. couleurs, avec, Improbable. oui, très improbable, voilà. Donc, il a un amour pour les cravates parce qu'en fait, sa femme, il y a des années, lui a offert sa première cravate un peu rigolote. Et depuis, c'est un peu un hommage pour sa femme. Donc, il porte que des cravates voilà, drôles. Et c'est un personnage qui, lui aussi, en plus, vit quelque chose de compliqué, hein, puisque sa femme est en maison de retraite parce qu'elle a la maladie d'Alzheimer. Et il continue à aller la voir tous les jours alors qu'elle ne le reconnaît pas, jamais. Et donc, il a ce côté encore très insouciant et en même temps très malheureux. Et en effet, il va être très utile à Roxane parce qu'il va l'accompagner dans ce qu'elle vit. Et d'ailleurs, elle aussi, elle lui est Elle va utile hein, parce l'accompagner, que, oui, exactement, je crois qu'elle l'aide aussi à cheminer bien sûr. et à se détacher quelque part de ce qui le rend aussi très malheureux. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et on pourrait aussi parler d'Alban dans Et ton cœur qui bat, hein, qui est une Bien sûr. adolescente de 12 ans, qui est peut-être le personnage que j'ai le plus aimé créer parce qu'à 12 ans, on s'exprime sans aucun filtre. Et Alban, elle a cette insouciance-là et elle a des réflexions sur la vie qui sont conformes à ses 12 ans et que je trouve voilà, assez jouissive à créer parce que c'est l'adolescence, quoi. Et notamment, elle a des réflexions sur l'amour qui sont, voilà, que moi, qui m'ont beaucoup plu à créer, quoi. Donc, c'est aussi un personnage secondaire important, finalement, dans cette histoire. Et en fait, ça montre bien dans dans ces deux romans que finalement, ensemble, on est peut-être plus fort. Chacun. Oui, mais oui, exactement. Je Mm. pense, alors ça, c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement. Si on prend tous mes romans, je pense que la question de l'amitié est présente dans chacun des textes que j'ai écrits parce que c'est une valeur qui est très importante pour moi de toute façon dans ma vie de tous les jours. Mhm. Et oui, clairement, tout seul. Alors, alors, je ne sais plus quelle phrase hein, dit tout seul, on avance plus vite, mais on va moins loin, un truc comme ça. Donc, je Je pense ne que l'ai pas non plus, mais voilà, l'idée est c'est là. un truc comme ça. Voilà. L'idée, c'est qu'effectivement, quand on est plusieurs, forcément, on s'apporte les uns les autres des choses et forcément, on s'aide à cheminer. Et donc, je ne me verrais pas créer un roman, je crois, où il n'y a qu'un seul personnage. Il y a forcément des choses autour. Bien sûr. Et une chose qui est aussi importante dans tes romans, c'est, je dirais, le choix des lieux. Alors, Oui, dans La Lumière, on fait un road trip, on passe par oui, l'Italie pour aller passer par la Serbie, la Bulgarie. Sur Et ton cœur qui bat, ce serait plus la Camargue et New York. En quoi, oui. justement, comment tu fais pour choisir ces lieux? Alors, pour la lumière, il y a une part de hasard. Je voulais un road trip en voiture parce que je voulais un huis clos entre les personnages, puisque, on ne l'a pas dit, il y a Romy, mais il y a aussi Lali, hein, la fille de La Meg. fille du Elles Meg. partent toutes les trois. Et je voulais ce temps en voiture pour leur permettre d'exprimer des émotions qu'elles n'expriment pas en temps normal. Il fallait donc que ce voyage en voiture, il dure un certain temps. Parce qu'évidemment, s'il y avait 1 heure de trajet, ça ne favorise pas tellement le huis clos. Donc, il me fallait une distance. Surtout qu'une ado, ça a besoin de temps pour... Oui, exactement. hein, Et d'ailleurs, on voilà. voit bien Lali au début, elle dit rien. Oui. Elle écoute sa musique, elle dit rien du tout. Et donc, il me fallait du temps. Et donc là, j'ai pris une carte et je me suis dit, bon, où est-ce que je pourrais les envoyer? J'avais envie de bord de mer, j'avais envie de jolis paysages parce que c'était l'été. Hein, j'ai écrit l'été dernier, on pouvait voyager de rien du tout. Donc, voilà, j'avais envie de ça. Et donc, je me suis dit, tiens, la Bulgarie, c'est assez loin, ça a l'air assez joli. Allons-y, allons en Bulgarie. Et j'ai regardé par où on pouvait passer Mhm. et j'en ai profité pour du coup les faire passer par l'Italie, où là j'ai pu mettre des choses que moi j'ai vues en Italie, puisque j'y suis allée il y a 2 ans. Et donc ça m'a permis, voilà, Vérone, Venise, etc. C'est des choses que j'ai vues. Donc c'est chouette de pouvoir retranscrire dans un roman des émotions qu'on a ressenties. Donc là, c'est pour la lumière. Et Mhm. pour Et ton cœur qui bat, alors je voulais aussi du sud, hein, du soleil. Voilà, ça c'était pour le choix de la Camargue. Et pour New York, c'est parce que New York est ma ville préférée au monde. Et c'est la première fois que dans un roman, du coup, je mets aussi des choses que moi j'ai pu vivre à New York quand j'y suis allée. Et c'était aussi voilà, génial de pouvoir revivre ça. Donc c'est vrai que je choisis ces lieux. Ça peut parfois être un peu du hasard, mais du coup, j'essaye aussi d'y mettre des choses que j'ai pu vivre moi, parce que ça rend plus authentique finalement Oui, bien les sûr. émotions.
ça parle plus. Alors, effectivement, autant pour les billets, les expériences de Roxane, tu as tout inventé. J'ai tout inventé. Pour les lieux, par contre, oui. Oui, pour New York, effectivement, ce qu'elle fait, ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, c'est presque moi qui exprime l'amour incommensurable que j'ai pu ressentir pour cette ville. D'accord. Et justement, entre ces deux romans, alors tu as un peu répondu déjà à la question, quel est le personnage qui t'a le plus inspiré, dans lequel tu t'es plus éclaté? Il y a Alban, donc si j'ai Alors, il y a Alban ouais. et il y a Romy dans La Ouais. Lumière. Alors, je le dis souvent, hein, j'admire, moi, les gens qui ont de la répartie, parce que moi, j'ai de la répartie 2 heures après, en fait. Et c'est moins bien hein, pour la répartie. Ça marche pas. Ça marche moins bien. Ah, Bah, si si tu j'avais rappelles su. la personne, tu lui dis, alors tout à l'heure, il y a 2 heures, j'aurais dû te dire ça. Ça te cloue le bec, hein. Bon. Et en fait, dans un roman, du coup, pouvoir créer un personnage qui a de la répartie, parce que Romy, elle est sans filtre. Vraiment, les choses lui viennent telles que, et je trouve ça extraordinaire. Et j'adore ce personnage parce que j'adore sa liberté. Romy, c'est une femme libre, fondamentalement libre, qui ne se pose pas de questions de son mode de vie, qui ne se pose pas la question de ce que les gens vont penser d'elle. Et ça, c'est tellement difficile dans la vie de tous les jours d'avoir cette attitude-là, que créer un personnage qui est comme ça, c'est assez génial. Donc voilà, moi j'aime les personnages du coup qui vont être, oui, un peu exubérants, un peu décalés par rapport aux autres. Voilà, c'est des personnages que j'aime beaucoup créer parce que la liberté de ton, c'est compliqué à avoir dans la vie. Et donc la mettre dans un personnage, voilà, c'est mon plaisir à moi. C'est assez jouissif, on va dire. Et c'est vrai que malgré le fait qu'elle soit aussi cash, je dirais, hein, permet effectivement à Meg de réfléchir aussi à sa situation, parce que voilà, comme tu disais, tu expliquais au départ, elle n'est pas très bien dans sa peau. On parlait de charge mentale. Le fait est que tu montres véritablement dans la lumière était si parfaite, à quel point, en tant que femme, ça peut être aussi compliqué de tout gérer, en fait. Oui. Et Romy, effectivement, arrive à faire cheminer, je dirais, Meg dans sa réflexion. Hein. J'ai un exemple précis, effectivement, quand le mari de Meg lui demande est-ce que je peux t'aider, mais ben voilà, Romy, elle lui fait un petit peu comprendre quand même que oui, pas besoin de lui demander ça. Alors c'est marrant parce que ce passage-là, c'est un passage auquel je tenais, mais particulièrement. Parce que là, pour le coup, je ne fais pas souvent passer des messages, mais alors là, c'était un vrai message. Il fallait. Oui, parce que dans mon entourage, j'ai un nombre de copines qui passent leur temps à me dire « Ah, mais mon homme, il est adorable, il m'aide. » Et moi, ça me fait dégoupiller, ça, parce que je leur dis « Mais tu te rends compte, ça sous-entend que c'est à toi de faire. » Quand on apporte de l'aide à quelqu'un, c'est que l'autre a une tâche, c'est à lui de faire et on lui apporte de l'aide. Et je veux dire, là, dans les tâches ménagères, il n'y a pas d'aide à apporter. Chacun fait sa part, en fait. Et dans le roman, quand son mari lui propose de l'aide, mec, ça l'énerve. Ça l'énerve, mais elle ne comprend pas pourquoi, en fait. Elle n'arrive pas à comprendre ce qui la met en colère. Et quand elle raconte à Romy, Romy lui dit, mais enfin, c'est évident. C'est normal que ça te mette en colère parce que c'est maladroit, parce que ça sous-entend que tout ça, c'est pour toi. Or, tout ça n'est pas pour toi. Et en effet, quand on est femme, on a plusieurs rôles. On a un rôle de mère, on a un rôle de femme qui travaille, on a un rôle de femme à la maison. Et souvent, on oublie que le premier rôle qu'on a, c'est d'être soi, en fait. Bien sûr. Et que le reste, ce ne sont que des rôles, ce sont que des fonctions qu'on a. Et que l'essentiel, c'est d'abord d'être soi. Et Meg, finalement, elle n'existe qu'à travers les rôles qu'elle s'est donnés, le rôle de mère, le rôle de femme, le rôle d'épouse. Et elle a oublié que pour supporter ces rôles-là, il faut d'abord un support qui est elle-même et qui a complètement disparu, qui s'est complètement dilué. Et à un moment donné, ça devient trop petit. C'est trop étriqué, il n'y a pas la place pour le bonheur, quoi. Tu montres bien qu'elle s'est oubliée, en fait. Oui, mais c'est ça. Elle a oublié qui elle était, elle a oublié quelles étaient ses passions, elle a oublié ce qui l'animait quand elle était plus jeune, avant d'être maman. Et ça lui revient en pleine face, hein, parce qu'elle a 40 ans, parce qu'elle a perdu sa mère. Il y a plein de choses qui font que d'un coup, ça explose. Et elle réalise en effet que
si elle veut pouvoir être heureuse et continuer à mener tous ces rôles-là qui lui tiennent quand même à cœur, hein, et ben, il va falloir qu'elle passe plus de temps avec elle, qu'elle prenne ce temps-là, qu'elle s'écoute et qu'elle fasse des choses pour elle, qui la rendent heureuse elle et pas ses enfants, son mari. D'ailleurs, il y a une phrase qui revient dans le livre, hein. Son mari, il lui dit « Tu es la meilleure épouse qu'un homme puisse avoir ». Et régulièrement, elle se rappelle ça en mode « Mais en fait, je ne suis pas qu'une épouse, quoi. » Il lui dit ça pensant lui faire un compliment, mais en fait, c'est assez affreux de dire ça parce que ça sous-entend qu'elle n'est qu'une épouse et qu'elle n'est qu'une épouse pour lui en plus. Le reste, tu es une femme formidable, tes passions, etc. Tout ça, c'est complètement occulté. Oui, elle s'est complètement oubliée en fait. Oui, c'est ça. En chemin, elle a oublié la Meg, voilà, première. Et justement, toi, est-ce que tu te considères comme la meilleure amie des lecteurs? C'est présomptueux peut-être de dire ça. Après, j'ai un lien très fort avec mes lecteurs, ça c'est une évidence. Sans doute parce que j'ai commencé par un blog aussi. Et clairement, quand tu commences par un blog, tu as un retour instantané quand tu publies un billet. Le blog, ça m'a permis de livrer plein de choses aussi sur moi, sur ma vie, sur mon enfance, etc. Et donc, il y a un lien qui s'est créé avec les gens que j'aime conserver aujourd'hui. Et d'ailleurs, les notes de bas de page dans mes romans sont nées comme ça. C'est vraiment ma manière à moi d'avoir une connivence avec le lecteur pendant qu'il lit. Et oui, je suis très attachée à ça. Je suis très attachée à ce lien que je peux avoir quand je rencontre les gens ou quand ils m'envoient des messages. Voilà, c'est vrai que c'est assez fort. Alors peut-être que le genre fait que ça génère aussi ces émotions-là, hein, parce que les gens sont touchés, parce que ça leur évoque des choses. Bon, voilà, c'est possible, hein, mais oui, je suis très, comment dire, assez attentive à maintenir ce lien-là. Et d'ailleurs, cette année 2020, ça a été affreux. Oui. Ça a été affreux pour ça, parce qu'on ne se voit plus, parce qu'on n'échange plus, parce que moi, je me nourris beaucoup du sourire des gens, de leurs émotions, de leurs équipétis, etc. Alors, il y a les outils numériques, mais ça ne remplace pas quand même les rencontres en réel, quoi. Ah bah oui, complètement. Et donc là, tu vas reprendre un peu tes rencontres. Oui, j'ai repris un peu. C'est tellement bon. C'est tellement bon de revoir des gens et de pouvoir parler de ce qu'ils ont ressenti. Ouais, c'est vraiment… ça m'avait manqué à un point, c'est pas possible. Et puis, alors, ce qui me manque aussi, évidemment, hein, c'est de retrouver mes copains auteurs, quoi. Voilà, tous là, on se manque d'une manière très forte. Et on a tous envie de pouvoir se recroiser et de parler de ce qui nous fait vibrer, l'écriture, la lecture. Et voilà, quand on se retrouve, on parle que de ça, en fait. Hein, on est entre auteurs, on parle de ça. Donc, ouais, ça manque aussi beaucoup. Alors, comme plein de gens, hein, j'allais dire, hein, mais j'ai hâte que la vie d'après arrive, quoi. Oui, oui. On croise parce que la vie d'avant me manque. Donc, oui, voilà. Ah oui, c'est clair, c'est clair. On n'a pas parlé, on l'a évoqué avec Neige, qui est dans Et ton cœur qui bat, donc le loulou de Poméranie. Oui. Mais également dans La lumière, Et ton cœur, et la lumière était si parfaite. Il y a aussi il y a Rex qui part en road trip aussi. Oui, Rex le Yorkshire, parce que donc Rex, c'est le chien de Romy. Parce qu'en fait, Romy, donc elle n'est pas très grande comme femme, et donc elle a un petit chien parce qu'elle dit sinon je vais faire drapeau quand je vais le promener, mais je vois pas pourquoi je devrais lui donner un petit nom. Choupi, Pilou, tout ça. Donc, elle l'a appelé Rex. Voilà, parce qu'elle trouve qu'il n'y a pas de raison. Et tu sais que je me suis rendu compte que dans chacun de mes romans, presque, il y a un chien. C'est vraiment, voilà, c'est sans doute parce que j'aime les animaux. Oui, oui, ça doit être ainsi. Et dans Et ton cœur qui bat, en plus, Neige, elle a un vrai rôle. C'est un vrai personnage. Elle est déclencheur à un moment donné de quelque chose d'important pour Roxane, alors que Rex, elle a moins un rôle, elle est plutôt, elle amène de l'humour. Voilà. Oui, c'est un chien qui est rigolo. Le petit chien, le chien qui accompagne, enfin voilà, le petit. Oui, voilà. Que Romy emmène partout. Partout avec elle, elle emmène son chien partout. Donc oui, c'est vrai que si j'y repense, hein, dans les comédies de Noël, il y a Pilou, le chien des montagnes. Voilà. Alors j'aime beaucoup en fait jouer sur
le contraire entre l'apparence du chien et le nom. Je trouve ça très drôle. Donc voilà, Pilou, le chien des montagnes, c'était rigolo. Mais dans Avec des si et des peut-être, il y a aussi un cocker. Donc j'aime bien mettre des chiens. Je trouve que c'est gai, un chien. Tu en as toi-même un de chien? Oui, j'ai un Jack Russell. D'accord. Ah, c'est vif, hein? Ah, ça a de l'énergie. Souvent, je dis, les enfants sont fatigués avant elle. Quand ils jouent au ballon, elle se dit, mais ça y est, on s'arrête déjà. Les enfants, ils n'en peuvent plus. Mais elle continuerait pendant des heures. Hein. Et dans ces romans, malgré effectivement le fait que tu abordes des sujets qui sont douloureux, est-ce que tu les considères comme des romans d'évasion? Tu les considères comment, ces romans? Du feel-good voilà, dans quelle catégorie tu les mets? Alors, c'est la question qui à 50 000 €, comme on dit. parce que c'est vrai que les lecteurs souvent me disent, mais alors du coup, quel genre vous écrivez? Et c'est compliqué de mettre... alors, moi, j'écris pas du polar, j'écris pas du thriller, j'écris pas du fantastique. Donc, c'est vrai que la catégorie feel good, j'ai l'impression, me correspond bien, même si elle a ce côté marketing qu'on lui reproche beaucoup. Ma définition du feel good à moi, c'est des romans optimistes, pas forcément gnangnan, qui finissent pas forcément bien, mais des romans optimistes. Ça veut dire, on a un personnage qui doit affronter quelque chose, et en fait, le roman raconte comment il va l'affronter. Et dans sa manière de l'affronter, ça peut finir pas très bien, mais si c'est son choix, c'est quelque chose d'optimiste pour moi, ça. Et donc, je trouve que il y a toujours forcément une touche à la fin de mieux pour le personnage, d'évolution dans sa réflexion. Et c'est ça que j'ai l'impression d'écrire. Moi, j'ai l'impression d'écrire des romans optimistes qui racontent la vie, tout simplement, dans ce qu'elle a de drôle ou de tragique, les deux mêlés. Voilà. Donc, mes romans, ça serait ça, en fait. Je les classerais comme ça. C'est une bonne définition, je trouve. Hein. C'est des romans, effectivement, des romans qui font du bien. Et dans lesquels, surtout, moi, j'ai l'impression que chaque lectrice ou lecteur peuvent se retrouver. En fait, oui, ça parle. Parce que c'est la vie. Parce que ça parle de la vie. Voilà, ça parle de la vie. Et en fait, on a tous vécu des drames, des deuils, des déconvenus, des déceptions. Et donc, forcément, en fait, je pense que comme ça raconte la vie et que les personnages, ils me viennent de la vie de tous les jours. Donc, en fait, ils sont comme moi, ils sont comme ma copine, ils sont comme ma voisine. C'est des personnages lambda qui ont rien d'extraordinaire. C'est pas des stars, c'est pas voilà, c'est des personnages lambda. Donc, forcément, je pense qu'on peut facilement s'identifier parce que oui, c'est la vie et on a tous vécu des choses pas faciles. Et est-ce que justement, quand tu commences l'écriture d'un roman, tu pars plutôt des personnages, tu entre guillemets des flashs, où tu imagines les personnages, ou tu pars d'abord du sujet en fait, et les personnages viennent se greffer après? Alors, ça dépend. Ça dépend des romans. C'est quand même majoritairement plutôt les personnages qui me viennent en premier. Je les vois dans des scènes un peu fugaces, comme tu dis, des flashs. C'est plutôt d'abord les personnages. Après, dans La lumière était si parfaite, c'est vrai que j'ai choisi de la charge mentale et j'ai créé Meg autour. Donc là, pour le coup, celui-là, il est un peu différent, même si l'idée de départ du roman, c'est la pellicule photo. Voilà. Et justement, ça me permet de te poser la question, comment ça t'est venu justement cette idée de la pellicule photo? Alors, ça m'est venu parce qu'on était en salon avec une copine autrice qui s'appelle Adèle Bréau, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de talent. Oui. Qui a beaucoup de talent. Et elle venait de sortir un roman, c'était donc il y a 2 ans, 2019, qui s'appelle L'odeur de la Colombo. Voilà, où elle parle de tous ces trucs d'adolescents qu'on a connus, qu'elle a connus, que j'ai connus, on a la même génération, donc on parlait de ça. Et puis, on parlait donc du coup des photos, de ces appareils photos qu'on avait, qu'on emmenait en vacances. On prenait des tas de photos et quand on les faisait développer, parfois toutes elles étaient ratées parce que c'était le principe des photos. C'est vrai. Et puis, on cheminait comme ça et on s'est dit à un moment donné, imagine qu'on tombe par hasard sur une pellicule qu'on aurait oublié comme ça de faire développer il y a des années. Ça serait drôle de se voir plus jeune, de les faire développer. Et donc, c'est parti de là. Je rentre du salon, c'était à Quiberon,
Et souvent, l'inspiration vient en voiture. D'ailleurs, c'était le lendemain de l'apéro pocket à la Touquetoise. Ah, c'était top. C'était le lendemain. D'accord. Et donc, je fais la route en voiture et je me dis, oh, cette histoire de pellicule quand même. Je me dis, imagine, tu tombes sur un secret de famille. Imagine, tu découvres quelque chose que tu n'es pas censé découvrir. Et voilà, à partir de là, je me suis dit, il faut que je trouve une idée de roman autour de ça parce que c'est quand même romanesque. Et j'ai greffé ça et la charge mentale. Voilà. Donc, le roman, il est né comme ça. Mais c'est vrai que c'est essentiellement d'abord plutôt les personnages, souvent, qui m'apparaissent. Oui. D'accord. Et un 10e roman en cours d'écriture? Alors, le 10e roman, il est terminé, figure-toi. 11e roman en cours d'écriture, puisque le 10e roman, c'est la prochaine comédie de Noël. D'accord. Qui paraîtra fin octobre. Alors, qui est une toute nouvelle histoire. Hein. Ça n'est pas la saison 3 à Santa les deux sapins. C'est vraiment une toute nouvelle histoire, qui est une comédie aussi plus familiale, peut-être, moins comédie pure hein, qu'on a pu avoir dans les deux premières, mais qui est quand même autour de Noël. Donc, celui-là, il est terminé d'écrire et j'ai commencé le prochain déjà. Voilà. Quelle charge je ne m'arrête plus. Franchement, c'est un coup de maître. Tu gères ça. C'est des fois, je me dis, je vais faire une petite pause, je vais prendre un peu de vacances, allez, j'écris rien pendant 2-3 mois. Et en fait, j'arrête d'écrire un roman et ça tient 15 jours. Et au bout de 15 jours, j'ai des personnages qui me démangent, j'arrête pas d'avoir des idées, etc. Et donc, je sens bien qu'en fait, voilà, je m'épanouis complètement dans l'écriture et donc j'ai besoin d'écrire. Hein, c'est devenu un peu vital. Hein. C'est devenu effectivement un besoin. Oui, c'est ça. Et après, quand je commence à écrire, je suis torturée de doutes. J'ai l'impression que c'est mauvais, que c'est nul. C'est assez paradoxal. Ça veut dire qu'il y a le besoin d'écrire. Et quand j'écris, je me dis, ah là, c'est mauvais, c'est mauvais. Et puis après, il y a les retours des lecteurs qui me disent, ah, j'ai tellement aimé votre livre, donc ça me rebooste, donc j'ai envie d'écrire. Tu vois, c'est un cercle. C'est un cercle vertueux. Oui, vertueux. Et des fois, ces histoires de doute, hein, c'est pas simple hein, de passer au-dessus. Voilà, mais je pense que tout auteur est comme ça. Il y en a toujours l'impression qu'on est en train d'écrire un truc mauvais. Voilà, faut faire avec. Très bien. En tout cas, moi, j'ai lu les deux. Voilà, c'est ouais, ta marque de fabrique, ta sensibilité, ton humour, le fait que tu abordes des sujets qui sont douloureux, et puis voilà, la petite larmichette à la fin, ça fait du bien. Voilà. Alors souvent, c'est ça, je dis en fait, on est ému, mais on n'est pas triste. Non, voilà, c'est des larmes d'émotion. Exactement. C'est de l'émotion positive, en fait. Voilà, on est ému pour les personnages, mais en fait, c'est pas triste, hein, c'est pas plombant, même si les fins, je pense à D'ici là, porte-toi bien. Il y a un personnage, voilà, sa fin, elle n'est pas forcément très gaie. Si on pense à Gwenole, avec sa femme, c'est pas forcément très gai, mais en fait, on est ému, touché par eux et on n'est pas plombé, triste. Voilà, c'est ça, moi, le message que je veux faire passer, en fait, c'est de pouvoir garder une part finalement d'optimisme et un peu de légèreté quand même si on vit des trucs tristes. Je repense souvent à ce que m'a dit l'un de mes premiers éditeurs, Denis, pour Tu as promis que tu vivrais pour moi. Il y a une scène d'enterrement au tout début du roman. Et il m'a dit, tu sais, Karen, il n'est pas obligé de pleuvoir à un enterrement quand tu écris. Et ça m'a drôlement marqué. Il m'a dit, il peut aussi faire beau. Et on peut aussi être sur une journée extrêmement belle à l'extérieur, de temps, etc. Il m'a dit, tu n'es pas obligé de tomber dans le cliché, voilà, de noircir tout. Et ça a changé la scène dont Tu as promis. Quand elle sort de l'église, elle est évidemment extrêmement malheureuse parce qu'elle vient d'enterrer sa meilleure amie. Je ne spoile pas, c'est vraiment, voilà, c'est le tout début du roman et c'est dans la 4e. Mais quand elle sort de l'église, moi, dans ma première version, elle s'effondre dans les bras d'une de ses amies qui s'appelle Viviane et elle pleure tout ce qu'elle peut. Et dans la version que j'ai retravaillée, il y a du vent et il y a un monsieur qui manque de voir son chapeau s'envoler et de se casser la figure sur une peau de banane et ça la fait rire. Et la scène, elle est tellement meilleure comme ça, en fait. Elle est tellement plus proche de la vie. Et je me souviendrai toujours voilà, de ce que m'a dit Denis, vraiment,
il n'est pas obligé de pleuvoir à un enterrement, ça me tient toujours ça. Et quand j'écris des scènes plus sombres, j'essaye justement de pas les noircir, juste histoire de les noircir, quoi, en fait. Voilà. C'est les vraies émotions et que celle-là, et ça suffit, en fait. Et bien, tu y réussis très bien. Bah, c'est gentil. Alors, Karen, nos lecteurs sont très curieux et Fanny voudrait savoir chez quel éditeur vous allez sortir la comédie romantique de Noël. Chez Fleuve. Voilà. Alors, figurez-vous que nous avons Laurence qui est danseuse de country, Karen, et qu'elle sera en ligne. Donc, elle danse de la country en ligne. Je ne sais pas si elle est en ligne ou pas. En tout cas, elle sera très heureuse d'en parler prochainement avec vous lors d'un salon. Et elle dit que tous vos livres font réfléchir et font du bien. Oh, c'est gentil. Alors, moi, j'ai quand même une grosse, vraie question, Karen. Est-ce que vous avez déjà pleuré devant une publicité Carglass? Alors, pas devant une publicité Carglass, mais devant une pub Ikea, par exemple. Ah oui, quand même. Ah oui, non, mais là, moi, alors, autant je pleure peu quand je lis, mais je pleure beaucoup devant des images. Je pense que La petite maison dans la prairie, je dois pleurer à chaque épisode. Et il y a des publicités parfois qui sont tellement bien fichues que, oui, voilà, je suis très émotive. Donc, je pourrais pleurer. Alors, par exemple, quand je regarde des films d'action, des films catastrophes, il ne faut pas qu'il y ait un animal à qui il arrive quelque chose, par exemple. Sinon, ça, c'est interdit. C'est interdit de faire mourir des chiens dans ce genre de choses. Mais oui, je peux être très émotive des fois. Voilà, des pubs, ça pourrait. Carglass pas, mais ça pourrait. Je dis ça parce que dans l'Exergue, oui, mais oui. C'est trop évident. C'est ça. Laurence précise qu'elle danse bien en ligne, la country, et en couple en plus, vous voyez. D'accord, en ligne et en couple. Voilà, donc... Je trouve ça très, très beau à regarder, en fait. Les danses en ligne, ça donne un esthétisme, je trouve ça très, très beau à regarder. Alors, Marc, je pense, a dû arriver en retard. Il demande, est-ce que vous avez un vrai métier? On sait tous que écrivain n'est pas un vrai métier, hein, n'est-ce pas, Karen? Donc, est-ce que vous avez un vrai métier? Donc, j'ai deux métiers, hein, donc effectivement, écrivain. Et effectivement, j'ai un autre métier à côté. Je travaille dans la formation continue. D'accord. Voilà, dans le secteur de la santé, comme l'a dit Delphine. Alors, je crois qu'il y a vous avez des lecteurs très adeptes. Marion demande, êtes-vous écolo-végano-friendly? Alors, écolo-végano-friendly. Alors, je suis friendly avec plein de choses, de toute façon, puisque je suis très tolérante. Je ne suis pas végane moi-même. J'essaye d'être un peu plus écolo chaque année, parce que quand même, c'est important. Et j'ai créé un personnage qui, elle, l'est. Dans un de mes romans, hein, il y a un personnage qui est très écolo, très défenseur des animaux, etc. Parfois, ça me fait rire, parce que moi, ce qui me fait rire, c'est les extrêmes, en fait. Les gens qui sont dans de l'extrême. Et c'est dans Avec des si et des peut-être. Hein, la colocataire de Maxine, elle est comme ça. Elle veut fabriquer des torchons avec des tas de trucs, en poil de chien. Enfin, voilà. Donc, elle est très extrême. Et moi, ça me fait rire parce qu'en fait, je trouve ça très touchant. Les gens qui sont très engagés comme ça. Et je trouve ça souvent, voilà, drôle. Donc voilà, donc du coup, mais moi-même, je suis moins dans cet extrême-là, même si j'essaie de m'améliorer au niveau écologie. Parfait. Donc Agathe demande, est-ce qu'écrire vous permet sérieusement de vivre une vie parallèle et de rencontrer des hommes séduisants, charismatiques et riches plutôt que moches, pauvres et rabougris? Alors, comme à la maison, j'ai à peu près ce qu'il me faut en homme beau, charismatique. Je n'écris pas pour ça. Par contre, oui, clairement, l'écriture permet de s'évader. Hein. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas un hasard si Dans la lumière était si parfaite, elle voyage aussi loin. On sortait d'une année compliquée, donc je pense que j'avais envie de voyager. Donc oui, l'écriture permet de vivre plusieurs vies et permet, alors par exemple, hein, moi j'adore la radio, c'est un média qui me fascine. Quand j'ai l'occasion d'aller en studio de radio, je trouve ça... j'ai vraiment un amour pour ce média-là. Et dans mes romans, quand je crée un personnage qui est animateur radio, ça me permet en fait de vivre finalement à travers elle quelque chose que j'aimerais vivre. Donc oui, ça permet quand même de vivre des vies parallèles. Alors, il y a des questions à propos des couvertures et des titres. Alors, on va remontrer la couverture de celui-ci.
On va montrer là, voilà. Est-ce que c'est vous qui choisissez les couvertures qu'on s'est intitulées et les titres, est-ce qu'ils se sont imposés à vous? Est-ce que c'est votre éditeur qui les a choisis? Comment vous faites? Alors, les couvertures, elles me sont proposées par l'éditeur et c'est vrai que depuis quelque temps, on essaye d'avoir une unité, hein, une charte graphique un peu commune, entre les différents romans. Donc du coup, voilà, l'éditeur va me proposer, puis moi, en fonction, je fais, des petites remarques. Et alors les titres, ça vient plutôt de moi. Moi, j'ai besoin alors avant même d'écrire un roman, j'ai besoin qu'il ait un titre. J'ai plein de copines, hein, ça s'intitule roman numéro 4, roman numéro 5 et moi, j'y arrive pas, en fait. J'ai besoin, que le roman, il s'incarne dans un titre et donc avant même d'écrire, je réfléchis au titre, même si il pourrait changer à la fin, imaginons que ça n'aille pas, mais voilà, il y a un titre. Et ton cœur qui bat s'appelait Et ton cœur qui bat et il est resté ce titre-là. La lumière était si parfaite. Au départ, le titre, c'était Parce que la lumière était parfaite. Donc, on n'est pas très loin. Hein. Mais alors là, il y a eu une discussion avec mon éditeur qui m'a dit Parce que, en début, c'est peut-être un peu compliqué à prononcer. Donc, on avait La lumière était parfaite, mais il manquait quelque chose. Donc, on a tourné autour pendant un moment. Et je lui dis Mais la lumière était si parfaite. Voilà, on a rajouté un petit mot. Mais souvent, oui, c'est d'abord moi. Et puis après, une petite discussion. Voilà. Et ça peut vous bloquer de ne pas avoir de titre pour écriture ou... Ah oui, clairement. Je pense que je n'écris pas si j'ai pas un titre. Il faut parce que quand j'ai besoin de penser au roman, j'ai besoin d'y penser comme un personnage presque à part entière. Et donc un personnage à part entière, il a un nom et donc il a un titre. Donc là, oui, j'ai vraiment, je travaille à ça. Et alors, quand parfois, par exemple pour la comédie de Noël qui va sortir en octobre, le titre, moi, avec lequel j'ai travaillé, est un titre en anglais. Vous comprendrez pourquoi en lisant le roman. Et donc, je me doutais que ça n'irait pas sur la publication finale. Mais moi, voilà, il s'incarnait comme ça, moi, pendant toute l'écriture. Et on a eu beaucoup de mal à lui trouver un titre français, du coup, parce qu'il s'incarnait, en fait, hein, au titre précédent. Donc là, c'est beaucoup d'allers-retours, beaucoup de mails, des fois très tard, avec mon éditeur, où chacun propose des choses et oh non, ça c'est bof. Et voilà, c'est un gros travail. Mais comme le roman était déjà écrit, ça ne me bloque pas en fait. Par contre, au démarrage, oui, le prochain que j'ai commencé à écrire, il a un titre. Est-ce que vous offrez des livres, Karen? Et quel est celui que vous avez le plus offert? Alors oui, j'offre des livres, je recommande des livres, beaucoup. Je pense que celui que j'ai le plus offert et recommandé, et d'ailleurs ça va être en lien avec ma recommandation, Pour ça, c'est Les derniers jours de Rabbit Haze d'Anna McPartlin, publié chez Pocket, qui est un livre extraordinaire, vraiment extraordinaire dans l'émotion, dans les rires, les personnages, l'histoire. Et c'est le premier livre à m'avoir fait pleurer. Je pleure devant la télévision, je pleure rarement quand je lis. Et c'est le premier livre vraiment, et pourtant j'en lis des livres, à m'avoir fait pleurer, mais comme une madeleine. Jamais j'avais versé de larmes en lisant. Et ce livre-là m'a bouleversée. Et du coup, la suite est sortie récemment, qui s'intitule donc Sous un grand ciel bleu, qui est donc, alors faut lire évidemment le premier avant celui-là, ça c'est sûr, parce que c'est la suite, qui m'a de nouveau fait pleurer. C'est-à-dire qu'Anna, elle a ce talent-là de me faire pleurer. Et cette suite, elle est tellement réussie, parce que souvent les suites, c'est à double tranchant. Hein. Et celle-là, en fait, elle est tellement réussie. La fin du roman est parfaite par rapport à l'histoire. Ça ne pouvait pas être une meilleure fin. Vraiment, voilà, je recommande tous les romans d'Anna, de toute façon, qui est une autrice que j'adore et qui est une femme extraordinaire. Delphine, est-ce que vous avez aussi un conseil lecture à nous faire? Tant qu'on a un libraire sous la main, est-ce que vous avez un conseil à faire à Karen? Eh bien, il y a le Valérie Perrin, 3, qui est vraiment... On a reçu... Il faut que je le lise. Il est dans ma palle. Je ne l'ai pas lu. J'ai pris en cours de route, effectivement, le live que vous aviez fait avec Valérie, mais il est vraiment très, très bien écrit, magnifique. Enfin, et cette nostalgie, en fait, et on se revoit quand on lit ce roman, on se revoit quand on était jeune, dire mais oui, mes premières fois, ça s'est passé comme ça. Et puis, comme elle l'explique très bien, on est un groupe d'amis, on se fait des promesses, certaines promesses on les tient, d'autres malheureusement on ne peut pas les tenir, et puis chacun avance parfois dans des directions
opposés, et puis qu'est-ce qui reste au bout de 30 ans. Donc vraiment, moi, c'est le roman qui m'a vraiment marqué récemment. Hein, Elle écrit très bien, Valérie. Hein. Oui, oui, oui. Elle a vraiment une très belle plume. J'ai recommandé, mais le Violette, Changer l'eau des fleurs. Oui. J'ai adoré aussi ce roman. Mais complètement, complètement. Et c'était le livre que toutes les... Enfin, c'était vraiment un lectorat plutôt féminin, hein, mais toutes les femmes se le prêtent ou se le recommandent. Ça a été vraiment un phénomène. Changer l'eau des fleurs, moi, je pensais, effectivement, j'en avais vendu quand même un certain nombre en grand format, mais il a continué de vivre. Oui. Puis un personnage garde-cimetière, c'est quand même... C'est improbable. C'est énorme de créer un personnage comme ça, garde-cimetière. Enfin, c'est vraiment... Oui, moi, j'ai aussi beaucoup, beaucoup aimé Changer l'eau des fleurs. Et si je peux faire une deuxième reco, j'ai aussi adoré Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. J'adore Delphine de Vigan. C'est mon autrice française préférée. Vraiment, elle écrit divinement bien. Et ce roman qui est glaçant hein, sur les enfants et les réseaux sociaux, etc., moi, m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Et je l'ai trouvé vraiment très, très bon, très marquant, très percutant. Et quand je l'ai eu fini, il m'a fallu un temps pour commencer une autre lecture. Vraiment, voilà, j'ai adoré aussi ce roman de Delphine de Vigan. Et je suis sûre, Karen, que vous auriez pu créer un personnage de gardien de cimetière. Je suis très admirative, vraiment, parce que à chaque fois que je crée un personnage, je me dis, bon, il faut que tu en crées un qui soit différent des autres, et c'est pas simple. Hein. Et là, je trouve que cette idée de garde-cimetière, ce roman Changer l'eau des fleurs, il est très dense, il est vraiment très, très beau. Vraiment, j'ai aussi beaucoup, beaucoup aimé. Je vais en profiter pour dire que tous vos titres sont disponibles. Ils sont chez Pocket. Oui. Tous les titres, ils sont chez Pocket. Oui, tout à fait. Oui, Delphine, pardon. Et ça permet justement le fait, pour certains auteurs, le poche permet de faire connaître effectivement l'auteur, et ça relance après les grands formats quand ils sortent. C'est vraiment le fait de passer en poche, ça donne vraiment la chance de connaître certains auteurs où on est passé à côté en grand format, et de relancer vraiment la machine. C'est vraiment une chance. Hein, ce qui est mon cas d'ailleurs, hein, parce que c'est les poches hein, qui ont amené le lectorat que j'ai aujourd'hui. Effectivement, c'est venu par le poche, hein, c'est effectivement une économie très vertueuse en fait. Bien sûr. Et c'est vrai qu'être en poche, c'est une vraie chance. Parce que voilà, quand on ne connaît pas un auteur, c'est plus facile des fois hein, d'aller acheter un poche que d'acheter un brochet. Et donc les deux après s'entretiennent évidemment. Hein. Moi, il y a des auteurs dont je n'attends pas les poches en fait. C'est-à-dire que voilà, quand j'aime un auteur et qu'il sort un roman, effectivement, je vais l'acheter direct en brochet. Et quand c'est un auteur que je découvre, j'ai plutôt tendance en effet à aller vers le poche parce qu'en plus c'est plus facile à transporter. Donc Alors tout à l'heure, on a parlé d'Adèle Bréau qu'on a reçue. D'ailleurs, c'était moi qui ai eu la chance de l'interroger. Vous avez participé à un ouvrage collectif. Est-ce que ça vous tenterait de faire un livre à 4 mains justement avec Adèle Bréau alors Adèle qui est une femme que j'adore et une autrice qui est aussi extraordinaire, dont j'aime beaucoup la plume aussi. C'est marrant, ça fait plusieurs fois qu'on me pose cette question de l'écriture à 4 mains. J'avoue que j'aimerais beaucoup. Ça doit être une aventure assez singulière. Alors après, il y a 2 types d'écriture à 4 mains. On écrit à 4 mains la même histoire, ou on écrit à 4 mains 2 histoires parallèles. Donc ça dépend. Mais je pense que ça doit être un exercice assez fascinant. Après, il faut trouver les bons 2 autres mains qui permettent, voilà. Il faut trouver le projet, l'idée de départ. Mais oui, si Adèle a envie d'écrire à 4 mains avec moi, j'aime beaucoup Adèle, hein, donc il n'y a pas de problème. Et changer de style d'écriture, ça vous titille, vous êtes confort dans ce que vous faites maintenant, ou est-ce que vous êtes attiré par surprendre vos lecteurs et je sais pas moi, peut-être un jour vous n'écrivez pas de polar, mais est-ce qu'un jour vous n'écrivez pas un polar? Alors, j'ai fait un jeunesse, donc j'ai un roman jeunesse. La jeunesse, c'est un genre qui m'attire pas mal parce qu'on peut vraiment évoquer des thèmes qui sont, je trouve, très forts, comme la construction de soi, hein, évidemment. Après, sur le reste, j'ai l'impression que, en fait, c'est l'histoire qui vient qui détermine le genre.
Si demain j'ai une histoire avec des tas de cadavres, je ne sais pas, peut-être que j'irai écrire un polar, mais naturellement comme ça, comme je suis quand même une grosse trouillarde, c'est pas des cadavres qui me viennent à l'idée, mais pourquoi pas, j'ai une fascination pour Harry Potter par exemple. Si demain j'ai une idée genre Harry Potter, je me jette dessus, hein, je trouve ça. Mais c'est vraiment l'histoire. Quand j'écris, je me dis pas tiens, je vais écrire un feel good. J'ai une idée d'histoire et en fait elle sort comme ça. Donc pourquoi pas un autre genre, probablement plus de la jeunesse. Je pense que c'est plutôt vers là que je continuerai à aller. Mais si demain je dois écrire un polar, sait-on jamais, pourquoi pas. J'ai peur que les lecteurs soient un petit peu déstabilisés. Pas un polar très dur, parce que par exemple, quand vous avez l'exemple de la pellicule Secret de famille. Ah oui, voyez, un Cozy Mystery, par exemple. Peut-être qu'un Cozy Mystery, parce qu'on est sur des polars humoristiques souvent dans les Cozy Mystery. Mais pourquoi pas, hein, je pense que je ne m'interdis pas, en tout cas, si demain j'ai une idée qui change de genre, d'y aller. Mais pour l'instant, ce qui me vient, ça reste voilà, dans mon genre d'écriture. Alors, je vais le remontrer. Je sais pas si... Est-ce que vous le voyez bien? C'est ce qu'on dit que le titre, on ne le voyait pas très bien. Voilà. Regardez, moi, je peux le montrer aussi. Toc, toc, toc. Attendez, j'ai l'autre. Toc, toc, toc. Voilà. La lumière était si parfaite. Donc, vous les trouverez à la Maison de la Presse, la Touquetoise, au Touquet. Allez voir Delphine. Oui. Allez au Touquet, c'est une super ville. Allez aussi à Verdun, à la librairie Entrée Livre, qui était partenaire de la librairie. Allez, bon, en fait, allez dans toutes les librairies aussi. Et puis alors, Entrée Livre, hein, c'est une librairie qui est superbe, décorée et tout, vraiment. Une des plus belles librairies que j'ai vues ces derniers temps. Vraiment, c'est très, très beau. Voilà, j'y ai passé un super moment, c'était génial. Donc voilà, donc allez en librairie, allez au rayon poche. Tous les titres de Karen sont disponibles chez Pocket et vous avez aussi le grand format chez Fleuve. Avant de vous donner le mot de conclusion, Karen, je vais dire que demain, on va se retrouver sur une soirée spéciale avec notre partenaire qui est lecteur.com. Nous allons avoir une soirée avec les 5 finalistes du prix Orange du livre 2021 et son président Jean-Christophe Ruffin. Ce sera demain à 19h. En tout cas, moi, je remercie beaucoup Delphine pour cette belle animation. Merci beaucoup, Karen, d'avoir été avec nous ce soir et je vais vous laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, eh bien, j'espère bientôt tous vous retrouver par-ci ou par-là, en salon, en dédicace, etc., pour cette vie d'après qu'on a tous envie d'avoir. Et voilà, donc ça sera mon mot de la fin et j'y crois parce que je suis optimiste dans la vie. Donc, bientôt, on se voit en vrai. Pour une démo de country. Ah non, mais moi, je suis partante. Hein. je suis toujours partante pour plein de trucs. Donc, faire de la country, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc, un grand merci encore aux éditions Pocket, aux éditions Fleuve, à Delphine Dosque de la Maison de la Presse, la Touquetoise au Touquet. Un grand merci à vous, Karen. Je vous souhaite une belle soirée à toutes les deux et à très vite en librairie. Au revoir et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.